Merci beaucoup pour cette présentation. Si vous me le permettez, je vais m'asseoir. Je suis un petit peu petite, donc j'espère quand même que vous me verrez, en tout cas vous m'entendez. Je voudrais, avant de commencer, bien évidemment remercier l'Académie royale et le Collège de Belgique de me donner la possibilité d'être parmi vous et de présenter finalement ma dernière recherche. Je présenterai autre chose au mois d'octobre, mais pour le moment, c'est vraiment ma dernière recherche que je vous présenterai. Et je voudrais aussi particulièrement remercier Marie-Jo Simons pour tout le soutien et l'encouragement dont elle a témoigné. Et bien évidemment, Hervé Asquin pour m'avoir parrainé aujourd'hui et pour encore me parrainer en octobre lors de ma présentation sur l'Iran. Et j'espère que ce que je vais faire aujourd'hui ne le fera pas regretter de me parrainer en octobre aussi. Donc on doit tenir la route. Je voudrais aussi, dans ma présentation, cela a été dit, mais peut-être expliquer le cheminement intellectuel qui m'amène aujourd'hui parmi vous, parce que probablement beaucoup d'entre vous me connaissent plus pour ce que je fais comme recherche sur le Moyen-Orient et sur l'Iran, et il a été souligné que je suis donc d'origine iranienne, mais depuis les années 80, je travaille aussi sur les questions de développement. D'ailleurs, c'est ma tâche principale à l'Université libre de Bruxelles, et donc les cours que j'ai donnés et que je donne toujours à l'Université de Bruxelles m'ont amené à petit le sujet que je vous présente aujourd'hui. Alors, la première publication que j'ai eue sur les questions de développement, disons, était un livre qui a été publié fin des années 90, qui s'appelait Histoire d'une stigmatisation, et puis qui a été réédité. Et la troisième édition est sortie en 2009. Alors, dans le cadre de mes études en développement, j'ai été intéressée il y a 4 ans à peu près par un sujet sur lequel travaillait un de mes collègues qui était la marchandisation du vivant. Et d'ailleurs, je l'ai soutenu, présenté ici à l'Académie royale d'Outre-mer, et donc soutenu aussi pour l'organisation d'un colloque en 2013, je pense à Genève, où je présentais un article, une communication plutôt, qui a abouti à un article publié dans ce livre collectif qui abordait les questions de marchandisation sous un angle pluridisciplinaire. Et comme j'étais frustrée parce que une communication et un article de quelques milliers de signes ne vous permet pas d'exprimer tout ce que vous voulez. Puis j'ai découvert un univers qui était aussi un univers extraordinairement riche. J'ai continué, et donc ce que je vous présente aujourd'hui est le résultat de cette recherche que je fais depuis 4 ans, qui va être publié dans un livre qui sort très bientôt chez Macmillan, donc, dont vous avez ici le titre, Marchandisation des parties du corps dans le Sud global, qui était supposé paraître en octobre, mais comme aujourd'hui globalisation oblige, les livres la production est délocalisée en Inde, et qu'en Inde un typhon a totalement détruit la production, il ne sortira qu'au mois d'avril, mais j'ai quand même réussi à avoir la couverture pour que on puisse au moins voir ce qu'il en est. Donc voilà le cheminement intellectuel qui m'a amené à être parmi vous aujourd'hui. Et donc, alors
ce que je vais présenter aujourd'hui va être divisé en plusieurs parties. D'abord, rapidement, je vais évoquer les questions qui sont, enfin, ils ont une définition et le contexte de la marchandisation. Puis je prendrai 3 exemples, donc la commercialisation des cheveux, la location des ventres et le trafic des reins, qui sont 3 des chapitres d'un ensemble, de l'ensemble qui constitue le livre et que j'ai choisi pour aujourd'hui. Et je terminerai avec une tentative d'interprétation des données que je vous ai présentées. Et donc, je vais commencer tout d'abord avec la question de la marchandisation des parties du corps. Je pense que pour pouvoir donner une définition, il faut également situer la marchandisation dans un contexte historique et géographique également. En effet, nous vivons tout d'abord dans un monde où, comme tout le monde le sait, les questions d'inégalité sont flagrantes. Une inégalité qui persiste et qui est un véritable problème mondial. Ce que d'ailleurs montrent les derniers rapports d'Oxfam, qui nous explique que près de la moitié de la richesse mondiale est détenue par seulement 1% de la population et que 7 personnes sur 10 dans le monde vivent dans des pays où l'inégalité économique a augmenté ces dernières années, ces 30 dernières années. Je sais qu'il y a des imprécisions, et cela a été souligné, méthodologiques sur les recherches d'Oxfam. Néanmoins, le constat n'en reste pas moins incontestable et les chiffres sont quand même édifiants. Cette inégalité économique est nuisible, inquiétante et moralement discutable. On pourra en discuter plus tard, mais elle est nuisible dans la mesure où elle a un impact négatif sur la croissance économique, elle a un impact négatif sur la réduction de la pauvreté et qu'elle peut multiplier les problèmes sociaux et de plus accentuer quelques autres inégalités comme l'inégalité homme-femme qui existe aujourd'hui. Et pourtant, l'inégalité a toujours existé. Plutarque, déjà en son temps, disait l'inégalité entre les riches et les pauvres est la plus ancienne. Et elle est le mot le plus terrible des républiques. À côté de la question de l'inégalité, la pauvreté, donc qui n'est pas la même chose, est aussi un phénomène ancien, aussi vieux finalement que l'histoire de l'humanité. Sa signification a changé, elle s'est modifiée au cours du temps, mais elle reste aussi un problème mondial. La faim est une des dimensions parmi d'autres de cette question de la pauvreté, avec des chiffres qui sont quand même aussi significatifs, puisque selon la FAO, environ 805 millions de personnes entre 2012 et 2014 souffraient de sous-alimentation, soit environ 1 personne sur 9 et de la planète. Et vous pouvez le deviner, la majorité des personnes souffrant de la faim sont dans les pays en développement, mais il y a quand même une partie de ce pourcentage qui existe ailleurs aussi que dans les pays en développement. Cela veut dire en particulier qu'une personne sur 8 dans les pays en développement souffre de la faim. Alors, la pauvreté et l'inégalité entraînent un problème qui est un problème aussi vieux aussi que l'histoire, qui est l'exploitation des êtres humains. Première donc dimension de cette marchandisation, l'inégalité et la pauvreté.
Deuxième dimension de la marchandisation des parties du corps, le fait que nous vivions dans un monde globalisé, c'est-à-dire un monde qui nous donne des possibilités immenses de circulation, de transfert d'idées, de transfert de marchandises, de circulation des personnes, une globalisation ou mondialisation, pour employer le terme plus français, qui a évidemment donné à certains des opportunités, qui a donné des opportunités également à certains pays, mais qui également est à la base de vulnérabilités qui sont aussi une base de ce que je vais dire. Mais surtout, nous vivons dans un monde où tout est négocié, où tout peut être considéré comme négociable. Et dans ce monde, tout a un prix. C'est ainsi que les parties du corps, dont je prendrai quelques exemples, sont entrées sur le marché mondial, légalement ou illégalement, mais sont donc négociées, vendues, achetées comme toute autre marchandise. Évidemment, toutes les transactions ne sont pas de même nature et de surcroît, les conséquences des transactions ne sont pas identiques, mais pour le moins, on peut quand même dire que la vente d'une partie de corps n'est jamais un acte anodin. Elle découle généralement du besoin et du désespoir. Et c'est dans ce cadre que s'articule ma présentation. J'aborderai donc successivement, comme vous l'avez vu, le commerce des cheveux, la location des ventres et le trafic des reins. Quels sont les points communs entre ces trois exemples? Eh bien, au-delà du fait que ils sont tous les deux représentatifs de la marchandisation des parties du corps. On peut dire que les bénéficiaires de ces transactions sont généralement des individus riches qui viennent de pays développés ou de pays que dans mon livre j'appelle le Nord global parce que certains de ces bénéficiaires sont des personnes riches des pays en développement, mais que la majeure partie des parties de corps qui sont négociés viennent de ressortissants pauvres des pays en développement. Ceci dit, il faut quand même que j'avoue que le problème n'est pas aussi simple que ce que je viens d'exprimer parce que dans notre monde globalisé, les questions deviennent plus complexes. Plus complexes, pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà dit, il y a des consommateurs fortunés des pays en développement qui sont sur ce marché, qu'il y a des femmes peu fortunées qui peuvent emprunter autant qu'elles peuvent, soit pour avoir recours à des extensions, soit pour acheter un bébé, ou en tout cas commander un bébé. Je suis désolée des termes qui peuvent choquer, mais c'est à peu près la réalité. De la même manière que certaines personnes peuvent emprunter et tout mettre en gage pour pouvoir s'acheter un rein et la santé. Aux USA, il existe même des prêts pour des personnes qui voudraient avoir recours à une mère porteuse. Et puis finalement aussi, pour montrer la complexité de la question, aujourd'hui, la crise aidant, on se constate qu'il y a des phénomènes de vente des parties du corps qui se développent à 2 pas de chez nous, dans les pays européens, où on a pu mettre en évidence pas mal de cas de vente de reins de personnes désespérées et qui n'envisageaient pas une autre manière pour pouvoir s'en sortir. Alors, qu'est-ce que la marchandisation dans ce cadre? Eh bien, elle fait référence à un phénomène qui transforme les êtres humains et leurs parties de corps en objets de convoitise économique. Et l'idée que je développe dans ma recherche, c'est que cette marchandisation devient d'abord un phénomène normalisé, à part quelques réactions violentes
on en parle comme si tout était normal, mais en plus, au-delà des dimensions à travers lesquelles cette marchandisation est d'habitude étudiée, à savoir les problèmes éthiques qui en découlent, les problèmes économiques, les problèmes juridiques et les problèmes également médicaux, il y a une autre dimension, et c'est celle que je développe, à savoir que cette marchandisation représente aussi une nouvelle appropriation des ressources du Sud par le Nord. Bien que, comme je l'ai dit, les phénomènes existent à l'intérieur de l'ensemble Nord, on peut dire que l'étendue du phénomène et la fréquence du phénomène sont incomparables à ce qui se passe entre le Sud et le Nord, cette marchandisation dans ce cadre Sud-Nord, c'est vraiment la tendance lourde de la question. Et donc dans ce processus, eh bien, comme dans les siècles précédents, et en particulier à travers la colonisation, des ressources comme le café, le pétrole, les diamants, l'étain et beaucoup d'autres étaient extraites des pays colonisés au profit de ceux qui les colonisaient. Aujourd'hui, d'une certaine manière, l'extraction des parties du corps, en majorité du Sud, illustre une nouvelle forme, une forme supplémentaire de l'appropriation des ressources des mêmes régions qui étaient auparavant colonisées. En somme, une version moderne de cette appropriation, mais qui découle de la persistance de la pauvreté et des inégalités, tant à l'intérieur des pays qu'entre les pays. Et c'est cela que je vais essayer de montrer à travers les exemples. Et pour terminer cette introduction, je voudrais également ajouter que finalement, les pauvres de ce monde que l'on considère à juste titre d'une certaine manière comme des exclus des économies, des sociétés et des systèmes politiques, sont à travers la marchandisation des parties du corps inclus à des conditions défavorables dans l'économie mondiale. Et dès lors, finalement, le terme inclusion défavorable serait plus approprié que ce que l'on utilise généralement, à savoir exclusion sociale. Ils ne sont pas totalement exclus, mais ils sont intégrés, mais de manière donc négative. Alors voyons de plus près quelques exemples qui illustrent ce phénomène que je viens d'aborder. Et en tout premier lieu, la commercialisation des cheveux. Je vais aller dans ma présentation de ce qui peut être considéré le plus soft, la commercialisation des cheveux. Bon, tout le monde va dire les cheveux, ça pousse, c'est pas très grave. Je pense que c'est pas tout à fait le cas, mais enfin voyons. Et puis la location des ventres, bon, on peut avoir des enfants, ça ne... Et puis la vente du rein qui est irréversible, puisque là, c'est un acte sans retour. Donc j'irai du plus soft au plus dur, mais tout en sachant que tous procèdent de la même logique qui est celle de la commercialisation. Alors, commençons par les cheveux. La commercialisation des cheveux n'est pas un phénomène nouveau. Je n'ai pas le temps de l'évoquer, mais l'histoire du recours aux cheveux naturels est très longue et très intéressante. Et elle commence déjà dans l'Antiquité, lorsque les classes privilégiées des pays comme l'Égypte, entre autres, avaient recours à des extensions, à des perruques, ce n'était pas des extensions bien sûr à l'époque, à des perruques pour rehausser leur coiffure. On connaît le phénomène dans toutes les civilisations, chez les Assyriens, les Phéniciens, les Grecs, les Romains et j'en passe. La différence est qu'aujourd'hui, elle a pris des dimensions, la commercialisation des cheveux a pris des dimensions énormes et que c'est devenu aussi un phénomène normalisé, puisque c'est le terme que j'ai employé tout à l'heure.
Alors la demande, et vous verrez que c'est ce que je fais aussi dans mon livre, je vais diviser la présentation de chacun de ces exemples en deux, à savoir d'une part la demande et d'autre part l'offre. Parce que je pense que rejeter ou discuter de l'offre sans apporter les nuances de la demande serait peut-être un petit peu rapide, donc je vais aborder les deux versants. Alors, en ce qui concerne la demande, eh bien, on peut dire que la question des cheveux, de la belle chevelure, a de tout temps été un signe de l'identité et également de la féminité. Cela a toujours existé, mais aujourd'hui, à cela s'ajoutent de nouvelles normes de beauté, des nouvelles normes qui sont véhiculées en particulier par les stars. Ici, vous voyez une actrice connue, une actrice américaine qui, du jour au lendemain, se retrouve avec une très belle chevelure que vous pouvez constater. C'est bien sûr la question, elle est comme cela en raison des extensions. Une autre actrice, toujours très connue, américaine, aujourd'hui elle a les cheveux courts, le lendemain une très belle chevelure, extension également, et c'est un petit peu les exemples qui confortent la demande des extensions, plus que d'ailleurs des perruques aujourd'hui. Et puis, grande consommatrice des extensions de cheveux, les actrices et les chanteuses américaines, afro-américaines, parce que, pour des raisons aussi liées à des identités et à des images véhiculées, elles sont aussi assez friandes de l'extension. Mais tout ceci est finalement porté par une publicité qui est d'ailleurs la même pour les deux autres cas que je vais évoquer. Je cite un élément de la publicité. La qualité de la vie dépend de la qualité des cheveux. Et ça, ce sont des discours qu'on entend continuellement. Puisque la qualité de la vie dépend de la qualité des cheveux, des sommes immenses, malgré tout, sont utilisées, pas du tout comparables aux sommes dépensées pour les deux exemples qui suivent, mais n'empêche, dans les salons de coiffure au nord, on peut payer jusqu'à 4 000 €, 4 000 $, un peu plus, sans compter tout ce qui va avec, pour avoir une chevelure complète d'extension. Ces extensions qui ne tiennent d'ailleurs pas définitivement, et donc vous devez continuellement renouveler. Donc ces cheveux, ces extensions sont aussi des signes, comme je l'ai dit, de beauté. Ce sont des signes de plus en plus présentés comme des signes de santé, et la publicité va jusqu'à même présenter l'achat ou le rajout d'extensions comme un geste contribuant au développement des pays pauvres. Je cite: « Vous voyez ce qui est considéré comme une mode en Occident fournit de la nourriture, du logement, de l'emploi et de la sécurité aux familles pauvres de l'Inde. » Ce sont des éléments que j'ai sortis tout simplement sur les sites qui vendent les cheveux ou qui promeuvent d'une manière ou de l'autre les extensions. Et bien sûr, comme la demande explose, eh bien, le commerce des cheveux est devenu une affaire très attrayante. Le marché mondial des cheveux dépasse aujourd'hui 1 milliard de $, sans compter ce qui est rajouté, ce qui est dépensé dans les salons de coiffure. Les plus grands acheteurs, disons les importateurs de cheveux sont des pays comme les États-Unis, la Chine pour des raisons que je vais expliquer tout de suite, et le Royaume-Uni, et les pays
exportateurs de cheveux sont surtout des pays asiatiques, dont l'Inde et le Vietnam, et ceci pour des raisons et culturelles et dues à la qualité des cheveux, puisque la qualité des cheveux des Indiennes et des Vietnamiennes est plus proche de celle des Occidentaux. Mais le pays que j'ai cité qui peut-être étonner, c'est la Chine. La Chine qui est le plus grand importateur, mais le plus grand exportateur de cheveux traités, puisque c'est la Chine qui regroupe tous les cheveux et qui va les traiter et les exporter un peu partout dans le monde. Et donc j'en arrive maintenant à l'offre de ces cheveux qui, comme je l'ai dit, vient surtout d'Asie. Donc on peut dire sans hésitation que les cheveux naturels proviennent du sud global, où quand même, il faut l'ajouter, la chevelure est aussi considérée comme un signe de beauté. Historiquement, la chevelure des femmes est tout aussi importante dans les pays en développement, et asiatiques en particulier, qu'ailleurs dans le monde. Mais dans ce sud, il y a des femmes et des familles qui sont assez pauvres pour envisager de vendre leur chevelure. Une sorte de version moderne des Misérables avec Fantine de Victor Hugo. Donc on connaissait déjà la vente des cheveux, bien évidemment, pour des raisons de pauvreté. Alors même si les cheveux indiens, comme je l'ai dit, sont les plus appréciés, les vendeuses se multiplient dans les pays du Sud. Et souvent, la vente des cheveux est liée à des catastrophes et à des crises, à des conflits. Un exemple parmi d'autres, en 2012, un très grand nombre de femmes qui avaient été expulsées d'un bidonville de Phnom Penh dans un des conflits qui était un des conflits importants de l'époque, un conflit foncier très important, eh bien ces femmes ont eu recours à la vente de leur chevelure, parfois pour des sommes qui ne dépassaient pas 8 $. Elles avaient perdu leur emploi et la motivation principale pour ces femmes, c'était l'achat de riz pour leur famille. Néanmoins, en dehors de ce cas, ce qui est le cas le plus connu et que j'ai cité déjà à plusieurs reprises, c'est le cas de l'Inde. Et l'Inde est surtout connue pour la vente des cheveux tondus dans les temples, parce que dans les temples indiens, les Indiens ont recours à des sacrifices de leurs cheveux, et surtout pour les personnes qui n'ont rien d'autre à offrir aux dieux et qui offrent ce qu'ils ont de plus précieux, à savoir leurs cheveux. Néanmoins, même en Inde, il n'y a que 20% des cheveux qui passent par les temples. Le reste est le fait de personnes, d'individus de particuliers, disons, et on a même décelé en Inde des cas où des vendeurs ou des intermédiaires sans scrupules allaient dans les villages pour encourager les maris à tondre la chevelure de leurs femmes pour les vendre. En gros, c'était d'ailleurs une vente qui tournait autour de 10 $, une vente qui, bien sûr, est traumatisante et qui peut être considérée comme une amputation. Alors, ce phénomène existe dans tous les pays. Là, je vous montre l'exemple du Vietnam avec le traitement des cheveux. Une vente de cheveux au Myanmar. Évidemment, on est loin des salons de coiffure super chics de l'Occident ou des grandes villes. Et puis, ici, des exemples de la récolte des cheveux pour le traitement. Et vous voyez donc bien que ceci est devenu quand même une sorte d'industrie qui se développe très rapidement. Et donc, on peut dire
que finalement, pour conclure, en tout cas cette partie, que l'intersection de facteurs tels que l'identité, la classe sociale, l'appartenance ethnique et les canons de beauté occidentaux, avec la pauvreté qui persiste, ont finalement alimenté une industrie qui passe par l'appropriation de ressources nouvelles du Sud, la chevelure, à travers laquelle les femmes les plus pauvres contribuent à la valorisation d'autres femmes, surtout de conditions aisées, dans les pays du Nord global. Ceci est donc le premier exemple dont je voulais traiter et qui est l'exemple soft. Je passe donc à mon deuxième exemple qui est celui de la location des ventres. La location des ventres, c'est le terme que j'emploie puisque ce phénomène est plus connu sous la dénomination la gestation pour autrui et donc le vocabulaire est très diversifié en ce qui concerne ce phénomène. Alors ce phénomène de la location des ventres, c'est aussi devenu un business qui atteint des milliards de dollars. En Thaïlande, par exemple, cela tourne autour de 4,5 milliards de dollars par an. En Inde, c'est un peu moins, mais ça atteint quand même 3 milliards de dollars. Donc un business qui a d'ailleurs des services très organisés, qui s'appuie lourdement sur la publicité, et en particulier d'ailleurs sur Internet, autrement je n'aurais pas pu vraiment les trouver aussi facilement. Et cette publicité, eh bien, elle alimente la demande et la concurrence entre les agences. Alors la publicité que vous trouvez des agences donc, qui mettent les parents en contact avec des femmes des futurs, des éventuels parents qui mettent en contact donc avec des femmes qui sont prêtes à louer leur ventre, ont un service multilingue très sophistiqué qui met en évidence le caractère transnational de l'offre, qui met en évidence toutes les installations et les facilités qui vont avec le recours à la gestation et qui utilise un vocabulaire qui est soigneusement choisi afin d'anesthésier la conscience de la transgression. Par conséquent, les commanditaires, quels qu'ils soient, peuvent se considérer comme des consommateurs qui choisissent la destination de fécondité, leur destination de fécondité, parmi d'autres offres disponibles, tout en contournant des politiques incommodes ou onéreuses. Et donc, la demande aujourd'hui est une demande grandissante qui est elle-même alimentée par une publicité sur les possibilités de surmonter l'infertilité, qui est alimentée par le progrès bien évidemment incroyable des sciences de la reproduction, mais aussi par la place que chaque individu se voit occupé dans la société et surtout à travers un phénomène qui quand même devrait être discuté, c'est-à-dire ce phénomène actuel de glissement du désir d'enfant vers le droit à l'enfant. L'expression n'est pas de moi, mais je pense qu'il illustre très bien cette situation actuelle. Et donc, on a une multiplication des agences. Prenons l'exemple de la Belgique, puisque c'est tout proche de nous, mais c'est un exemple parmi d'autres. En Belgique, en mai 2015, il y a eu un salon de promotion de la gestation pour autrui. La gestation pour le consommateur, pour l'acheteur, peut coûter entre 100 000 et 150 000 $. Entre parenthèses. Et donc ce salon était organisé par une agence qui s'appelle Men Having Babies. Elle a été vraiment... elle a déclenché l'indignation. Néanmoins, il y a quand même 200 personnes qui y ont participé, qui venaient de Belgique, de France et d'Allemagne, et qui étaient donc face à des agences américaines, mais qui proposaient leurs services.
Alors ceci s'appelle des bourses aux mères, c'est l'expression consacrée aujourd'hui. Et puis il y avait à fin janvier une bourse qui était prévue à Bruxelles toujours, qui était organisée par Baby Bloom Homoparentalité, c'est une filiale de celle que j'ai bien d'évoquer, et qui a été finalement déprogrammée parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations à l'encontre de cette bourse organisée. Et donc, pour vous dire que c'est un phénomène qui se multiplie. Et pour le commanditaire, donc pour le commanditaire homme, femme, couple, tout ce que vous voulez, les raisons de la demande peuvent être extrêmement variées. En dehors du fait qu'il peut y avoir des problèmes de santé, d'infertilité, il y a aussi tout ce qui est lié aux personnes qui sont socialement stériles. Socialement stériles, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas admissibles à l'adoption finalement, les personnes âgées, les personnes et les couples homosexuels, les personnes seules, et j'en passe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce que les demandeurs présentent comme explication de leur voyage. Alors il y a détourné, bien évidemment, les réglementations, il y a les financements de toutes les méthodes de fécondation, des traitements qui peuvent être trop chers, la pénurie des gamètes, l'accès à des services plus larges que le fait d'avoir un enfant, et même le désir de combiner des vacances avec le traitement. Et puis aussi, encore une fois, comme pour les cheveux, certains évoquent des raisons humanitaires. Encore une fois, certains se perçoivent comme philanthropes et dans une famille du Sud qui est dans le malheur. Alors, ça va très loin, je n'aurai pas le temps de le développer, mais on a toutes sortes de considérations qui montrent qu'on est au-delà du désir d'enfant. Il y a des considérations de religion, il y a des considérations ethniques, il y a des considérations de langue, toute une série d'explications qui ont été toutes étudiées et qui sont intéressantes à poursuivre. Mais vous voyez bien que les prix peuvent vraiment être différents. Donc aux États-Unis, cela peut avoisiner 150 000 $, et vous voyez au Cambodge, au Mexique ou en Inde quelles sont les différences de prix. Alors ici, quelle est l'offre? L'offre, vous vous en doutez, est une offre très importante dans les pays du Sud, parce que certains pays du Sud combinent des éléments qui sont propices à augmenter la demande. C'est-à-dire, il y a des pays où vous trouvez conjointement une technologie avancée, des médecins qualifiés et des poches de pauvreté qui font que certaines femmes peuvent vouloir donc proposer leurs services et sont même encouragées à le faire, à proposer leurs services à des étrangers riches, mais aussi à des membres de la diaspora. Par exemple, chez les Indiens, il y a beaucoup d'Indiens de la diaspora qui viennent ou dans d'autres pays. C'est la même chose. Alors l'Inde est un pays qui a été très étudié, mais là aussi, le nombre de pays augmente. Et de cette manière, on peut même dire que les femmes ont trouvé leur place dans le marché mondial. Les femmes pauvres ont trouvé une place en négociant leur corps et leur travail de reproduction, même si ce travail est souvent invisible. Qui sont ces femmes? Je pense que cela ne vous étonnera pas. Ce sont des femmes qui viennent en général des zones rurales ou des régions économiquement défavorisées. Ce sont des femmes avec des revenus très peu élevés, des revenus familiaux qui sont soit proches du seuil de la pauvreté, soit en dessous. Et les études ont montré, toujours pour l'Inde d'ailleurs, que l'argent qui est gagné par la location des ventres, entre 5 000 et 7 000 $, est équivalent, bien évidemment, à près de 10 années de revenus du ménage, d'autant plus que ces femmes ont en général des maris qui sont soit dans le
l'informel, soit au chômage, soit ce sont des femmes d'ailleurs qui ont fui des maris qui étaient violents et donc sont des femmes seules. Alors la clinique en Inde en tout cas reçoit 12 000 $ à peu près et donc partage avec tous les intermédiaires qui existent parce qu'ils sont nombreux. Alors qui est cette femme à part le fait qu'elle elle vient de régions pauvres? C'est une femme également qui a un niveau de scolarité extrêmement bas. Alors c'est d'autant plus important de le dire que dans ce contexte, on peut se demander quelle est la place de la transparence des contrats. Parce qu'il y a des contrats, mais des contrats que les femmes ne peuvent pas lire parce qu'ils sont écrits en anglais et qu'elles ne connaissent pas nécessairement l'anglais, ou parce que tout simplement elles sont analphabètes et donc pas en mesure de comprendre le contrat. Il y a une étude qui a été effectuée en 2013 en Inde et qui a montré que 88% des femmes interrogées à Delhi et 76% des femmes interrogées à Mumbai ne connaissaient même pas les termes du contrat. Et 90% de ces femmes n'avaient même pas une copie de ce contrat. Donc la transparence est quand même un problème aussi à ajouter à tout le reste. Pauvres parmi les pauvres, qu'est-ce qui les motive? Eh bien, l'espoir. L'espoir, alléger le fardeau de la famille, envoyer les enfants à l'école, constituer une dot pour les filles, parce que nous sommes en Inde et que la dot des filles est une question importante. Et c'est d'ailleurs très souvent des raisons qui sont liées à la famille qui sont évoquées. La nécessité d'éduquer les enfants, le bien-être, la maladie d'un enfant, etc. Et le vocabulaire qui est employé, le terme majbouri, est très caractéristique parce que dans le vocabulaire local, il se réfère à la vulnérabilité et à l'impuissance. Ce qui est en train de se développer de plus en plus, c'est près des cliniques qui procèdent à cette gestation pour autrui. Ce qui se développe, ce sont les hébergements ad hoc, ce que l'on appelle les baby factories, les usines à bébés, si vous voulez, où les femmes qui proposent leur offre sont parquées, surveillées et totalement, ont leur vie totalement organisée. Dans les baby factories, donc la vie est assez répétitive dans la mesure où tout est surveillé, la grossesse bien évidemment, mais la nourriture, la prise des médicaments, elles ne peuvent pas toujours voir leur famille. Bien évidemment, les relations sexuelles sont interdites, mais ceci, quel que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur de ce baby factory, le contrat vous l'interdit. Et puis, ces femmes sont dans un modèle de vie peu familier parce que dans leur grossesse précédente, elles étaient chez elles avec la famille autour. Ici, elles sont quand même isolées et finalement, elles se promènent, elles parlent ensemble et elles attendent des injections. Ça me fait penser à d'autres éléments d'aujourd'hui, mais peu importe. Et puis aussi, ce foyer d'hébergement, ce baby factory, est aussi une manière de cacher sa grossesse. De cacher sa grossesse et de cacher le contrat aux parents, aux beaux-parents, ce qui montre d'ailleurs bien que ce type de grossesse est stigmatisant en Inde. Ce n'est pas quelque chose qui est valorisé. Les femmes peuvent être ostracisées de par ce choix. Et donc, la gestation pour autrui peut être considérée comme un péché. Est-ce que, ce qui semble aussi important peut-être à ajouter en ce qui concerne l'Inde, je n'aurai pas le temps de développer d'autres pays, mais un élément important, c'est que, à la différence de la gestation pour autrui, puisque je dois vous dire que beaucoup de pays occidentaux interdisent la gestation pour autrui commerciale.
mais il y a quand même des parties, par exemple, des États-Unis, de la Californie, où c'est très développé. Il y a des pays européens où c'est tout à fait permis. Et dans les pays où c'est officiellement permis, eh bien, les interactions entre les mères porteuses et les futurs parents sont assez développées. Alors, en Inde, elles sont inexistantes. Elles sont inexistantes et les cliniques et les agents essayent de limiter totalement les contacts entre les deux parties. Et encore une fois, la différence de l'Occident où on valorise les contacts et on minimise la relation contractuelle, en Inde, les femmes, toutes les narrations des femmes réifient les hiérarchies, les inégalités fondées sur la classe, la race, la nationalité. Et d'ailleurs, les femmes sont éduquées, enfin, avant de procéder à la location de leur ventre, de se considérer comme des fournisseurs de services, dont le seul lien avec le fœtus serait la location du ventre qui est imaginée comme un espace vide et improductif en dehors de cette transaction. Et plus que cela, si dans les pays du Nord, les mères porteuses ont tendance à se présenter et d'ailleurs à être présentées comme des anges et des héroïnes et dans les autres, en Inde, la maternité de substitution est présentée comme un don de Dieu. Un don de Dieu, un cadeau de Dieu aux femmes nécessiteuses, mais pas avides. Et donc la femme angélique, donneuse de cadeaux du Nord, est ici transformée en Inde, j'entends, comme une femme nécessiteuse recevant un cadeau de Dieu. Quoi qu'il en soit, toutes les études le montrent, ces femmes souffrent d'aliénation. Les problèmes émotionnels sont immenses, parce que malgré tout elles sont attachées au bébé, même si biologiquement elles ne le sont pas, et l'abandon de l'enfant est la partie la plus difficile du contrat, d'autant plus que ce n'est pas elles qui le décident, ce sont les parents, les futurs parents, qui prennent la décision du moment où on va prendre l'enfant. Alors vous avez aussi des cas dramatiques, je vois que le temps passe, et je vais rapidement passer à mon dernier exemple. Vous avez des cas dramatiques, je pense que tout le monde connaît ce cas, c'est-à-dire une commande d'enfants qui avait lieu en Thaïlande. De cette commande, enfin de cette transaction, sont nés deux jumeaux, et les parents australiens qui étaient à la base de tout cela sont allés prendre l'enfant qui était sain et ont laissé l'enfant malade et sont repartis chez eux. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors passons rapidement à mon dernier exemple qui finalement ressemble en termes de fonctionnement à ce que j'ai dit pour les deux premiers exemples, le trafic des reins. Alors, le trafic des reins est quelque chose qui se développe, et là je parle de trafic parce que les transactions de reins sont en gros interdites dans tous les pays. Au contraire de la gestation pour autrui où il peut y avoir des différences, ici c'est quelque chose qui est interdit, et donc cela passe par des transactions souterraines, surtout en tout cas pour l'achat des reins. C'est un élément qui risque de se développer dans le futur, parce que les affections rénales qui touchent aujourd'hui 10% de la population mondiale vont aller probablement avec notre style de vie en augmentant. Et que donc le pourcentage de personnes dans les listes d'attente risque de devenir de plus en plus important. Alors la transplantation, la greffe des reins est devenue bien évidemment un élément central dans cette évolution. Et comme vous le savez, on peut avoir un rein soit par un donneur vivant, soit d'un donneur décédé. On peut l'avoir quand on est compatible.
auparavant, on avait beaucoup de donneurs qui appartenaient à la famille. Aujourd'hui, ça tend à descendre parce que, étant donné qu'on peut acheter le rein d'un étranger, beaucoup de gens se disent pourquoi mettre en danger un membre de leur famille. Et donc, étant donné le déséquilibre entre la demande et l'offre, puisque les reins, ça ne se trouve pas aussi facilement que cela. Vous voyez d'ailleurs ici des publicités de personnes, mais il y a aussi des publicités d'agences à la recherche de reins. Là, ce sont des individuels. Need kidney for wife. Là, j'ai I need a kidney. Ici, c'est une demande de reins en Iran qui est le seul pays où la vente des reins est autorisée et est organisée par le gouvernement, avec aussi des prix qui sont très différents les uns des autres, mais en gros les coûts atteignent 200 000 $, ou en tout cas tournent autour de 200 000 $ pour le patient, alors que le rein, la vente du rein se négocie dans les pays asiatiques autour de 5 000 $. Bien évidemment, il y a une grande différence, mais il y a tous les intermédiaires, la technologie, etc. Mais donc celui qui vend son rein le vend pour 5 000 $. Et le paradoxe, ou le drame peut-être, est que, étant donné la pauvreté, les bidonvilles des pays en développement se sont transformés en fermes d'organes. Et dans ces bidonvilles, c'est l'offre qui est très importante. Et l'offre est à tel point que le prix des reins commence à descendre. Et donc, aux Philippines, aujourd'hui, vous achetez un rein autour de 3 000 $. Parce qu'il y a tellement d'offres que la loi de l'offre et de la demande fait que les coûts sont en train de baisser. Et les personnes qui veulent vendre leurs reins passent par des examens et sont très mécontentes quand ils échouent à leur examen parce qu'ils ne peuvent pas justement vendre leurs reins. On voit aussi la chute des prix dans un pays comme le Bangladesh, de la même manière qu'on voit une chute des prix assez importante dans les camps de réfugiés syriens au Liban, où se développe la vente des reins. Et donc, au Bangladesh, vous pourrez acheter un rein à 1 400 $. Et donc, bien évidemment, sans trop insister, ici aussi, c'est la pauvreté qui est le berceau de la vente du rein. Et encore une fois, on peut voir qu'il y a une correspondance entre la vente des reins et les catastrophes. En 2007, la crise financière qui a touché l'Asie a coïncidé avec un pic de vente d'organes, dont les reins. Après le tsunami en Indonésie, on a constaté que très rapidement, vraiment très très rapidement, 150 habitants de Banda Aceh ont vendu leurs reins pour reconstruire leur maison. Et donc, le trafic d'organes, donc le trafic des reins, profite de la vulnérabilité, de la pauvreté et des catastrophes. Le dernier exemple en date étant donc la vente des reins dans les camps de réfugiés syriens, où le rein se négocie entre 7 000 et 9 000 $. Et là, vous voyez que même Daesh commence à essayer de vendre des organes sur les réseaux sociaux. Je voudrais aussi vous montrer une publicité qui encourage la vente des reins, la crise. Voilà, donc la vente de votre rein pourrait être enough
suffisante pour que vous puissiez accéder à certains biens. Il y a des publicités, vendez votre rein et puis offrez-vous un iPad. Il y a des enfants qui ont vendu, enfin il y a des cas où on vend son rein, mais c'est aussi l'inconscience, la mauvaise, bien sûr, les informations qui ne passent pas des gens qui vendent leur rein pour s'acheter un iPod ou je ne sais quoi. Ce ne sont pas des exceptions. Et donc l'offre des reins est quand même quelque chose d'important. Là, vous voyez une famille pakistanaise qui est prête, qui fait la publicité de la vente d'un rein pour pouvoir répondre à la maladie d'un membre. Là, on a un exemple en Syrie et j'en passe. Pour prendre juste encore quelques chiffres, pour illustrer ce phénomène, il y a des études extrêmement minutieuses et sérieuses qui ont été effectuées dans un pays comme le Pakistan. Et donc au Pakistan, eh bien, comme pour, d'une certaine manière, l'allocation des ventres, les résultats montrent bien que les vendeurs sont en général des zones rurales. Beaucoup viennent du cœur agricole du Pakistan. 34% de ces personnes vivent en dessous du seuil de la pauvreté. 90% sont analphabètes. 69% sont des travailleurs asservis. Aux propriétaires des quasi-esclaves, 12% des ouvriers, 8% des femmes, 11% des chômeurs. Et la majorité, dans ce pays en tout cas, a vendu son rein pour rembourser une dette. Il y a les autres raisons, mais ici, la dette est importante et cette dette s'élève en général à 1 300 $ en moyenne. Et vous ne serez pas étonné de savoir que 88% évidemment ne voient aucune amélioration de sa situation économique et qu'au contraire, 98% voient une détérioration de l'état de santé général qui va donc les enfoncer encore plus dans la pauvreté puisqu'ils seront plus capables de travailler. Alors au Pakistan, d'ailleurs comme les Philippines, la pratique de la vente des reins a été réglementée, interdite pour les étrangers. Ce qui veut dire que le revenu des grandes cliniques tend à baisser et donc fâche énormément les praticiens qui se faisaient pas mal d'argent de ce point de vue, mais donc les pratiques deviennent souterraines. Ce qui est intéressant, c'est de voir que un Pakistanais ne peut pas vendre son rein à un étranger. Mais il peut venir avec un rein d'ailleurs. D'ailleurs, toutes ces pratiques sont globalisées, que ce soit pour la location des ventres et les combinaisons pour avoir un enfant ou pour le trafic des reins. On peut amener son rein. Aujourd'hui, la technologie et je pense les moyens et la globalisation le permettent. On peut amener un rein d'un pays vers un autre et se faire greffer là où il y a de la technologie et ainsi de suite. Donc, c'est un phénomène qui qui sera difficile à enrayer. Je reviendrai sur des explications et des possibilités d'en s'en sortir tout de suite dans ma conclusion. Ce que je voudrais aussi ajouter, puisque j'ai terminé avec mes 3 exemples, c'est que dès qu'il y a des réglementations qui sont mises dans un pays, les agences se délocalisent dans un pays où les réglementations sont plus souples. Et donc on a comme ça, de part et d'autre, des pays qui deviennent des pays qui offrent plus de facilité. L'Afrique, pendant longtemps, a été protégée, si j'ose dire, de ce phénomène. Néanmoins, parce qu'il n'y avait pas la technologie partout, et donc c'était difficile, mais elle commence aussi à être touchée par le phénomène. Et pour terminer, parce que je vois que le temps passe extrêmement vite, quelques éléments d'interprétation et de conclusion de cette présentation. Alors ici, ça ne fonctionne pas. Voici. Voilà.
Donc, que peut-on dire pour terminer cette présentation? Je pense que c'est assez clair. Tout d'abord, la pauvreté, les inégalités sont le berceau de la marchandisation, quel que soit l'élément qui soit considéré. Et cette marchandisation a fait que les organes ou les parties de corps sont devenus des nouveaux types de produits qui ont intégré le marché mondial légalement ou illégalement, comme je l'ai dit. Et une fois qu'ils ont intégré le marché mondial, eh bien, la loi de l'offre et de la demande, encore une fois, fonctionne pour les parties du corps avec des prix qui baissent si l'offre est importante ou des prix qui augmentent si l'offre est moins grande. La question de la rareté devient centrale dans la marchandisation. Et dans les conditions actuelles, il est fort probable que la demande des parties du corps ne va pas baisser. On voit très bien, que ce soit les cheveux, ou que ce soit l'enfant, ou que ce soit les reins, la demande, sauf des changements technologiques ou des innovations importantes, ce qui peut aussi bien sûr apparaître, la demande globale ne baissera pas. Et quand l'interdiction arrive, les pratiques deviennent souterraines, ce qui peut-être est encore pire que si elles étaient totalement légalisées. Beaucoup d'économistes font la promotion de la légalisation de la vente des parties du corps, dont d'ailleurs pas mal d'économistes de l'école de Chicago, ça ne vous étonnera pas de l'entendre. Donc, ce qui me semble la partie sur laquelle on pourrait éventuellement travailler, c'est de faire disparaître la demande. Il n'y a que là que l'on peut faire quelque chose, c'est-à-dire finalement enrayer tous les phénomènes, ou faire disparaître les phénomènes qui sont à la base de la vente et de la constitution de l'offre. On a aujourd'hui plus d'1,5 milliard de personnes qui sont dans une pauvreté multidimensionnelle, avec des privations qui se chevauchent en matière de santé, en matière d'éducation, et on a à peu près 800 millions de personnes qui sont susceptibles de basculer dans la pauvreté au moindre risque. Ce sont bien ces catégories qui alimentent l'offre. Et donc, je pense que, c'est en tout cas ce qui me semble la solution la plus faisable ou atteignable dans ce cadre-là, c'est de travailler sur la question de l'offre. Et donc, pour conclure, que peut-on dire du commerce transnational des cheveux, de la gestation pour autrui et de la transaction transnationale des reins? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? J'ai dit quelques éléments, j'en ai donné déjà quelques éléments dans les exemples, mais finalement ce ne sont que les récits d'un monde inégal et la continuité d'un échange inégal à travers l'extraction de nouvelles ressources du Sud qui sont en cours. Et donc tout cela représente finalement une version étendue de la loi de l'offre et de la demande, à travers laquelle les pauvres ont intégré le marché mondial à des conditions défavorables. Dernier mot pour conclure, une particularité de notre époque, les protagonistes, vendeurs comme acheteurs, ont tous intégré l'idéologie du marché. Tout a un prix et tout peut se vendre. Voilà, je vous remercie.